Et voilà, début du direct en 3, 2, 1, on est live. Bonjour Louis, bonjour Médéric. Salut Louis, salut Médéric, bonjour à Salut, tous, salut. bonjour à toutes Comment qui ça sont va? abonnés. Ça va au top et toi? Très bien, très bien. Bah écoute, ravi de vous avoir aujourd'hui avec nous. Pour la petite histoire, du coup, c'est la première fois qu'on fait un webinaire avec vous, donc hâte de voir ça. J'en profite du coup pour mettre un petit message dans le chat, comme ça. Boum. Et aussi, j'en profite pour mettre le programme aujourd'hui. Bam, le programme. Nickel. Bon, en attendant, je vais peut-être nous présenter très rapidement, Louis. Parfait. Comme Louis l'a dit, c'est la première fois qu'on fait un webinaire ensemble. Merci de le rappeler, de nous rappeler un petit peu le petit coup de pression. Non, on est très content de faire ça avec Comet. On est partenaire de Comet depuis quelques mois maintenant. Et du coup, c'est vrai que c'était intéressant de proposer un contenu sur lequel Jump a l'expertise. Et donc, très rapidement, je me présente. Moi, je suis Louis. Je travaille chez Jump depuis un an. Je suis responsable des partenariats. Donc, c'est moi qui vais animer ce webinaire aujourd'hui. Et je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de Médéric, qui travaille en tant qu'expert Jump chez Jump. Donc, si jamais vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Médéric pourra y répondre par écrit et également par oral si jamais on a des questions qui sont récurrentes ou qui nous paraissent intéressantes pour tous. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous poser des questions. L'objectif, c'est que ce soit dynamique, même si dans le menu, on verra qu'il y a une partie de questions-réponses à la fin. On n'est pas obligé d'attendre la fin. Posez vos questions en direct, on y répondra. Et puis, Louis, je crois que ce webinaire sera enregistré et que du coup, le replay sera accessible à la fin. Exactement. Super. Parfait. Et du coup, comme c'est la première fois qu'on fait ce webinaire, il y a certainement peut-être des gens qui viennent aussi de la communauté de Jump. Donc, j'en profite juste pour faire une petite présentation par rapport à Comet. Donc, l'écosystème Comet regroupe les meilleurs talents tech data en France et représente aujourd'hui plus de 10 000 freelances pour qui nous travaillons du coup dans le but de permettre d'effectuer les meilleures missions dans des grands groupes en France. Donc, généralement, nous faisons des webinaires plutôt tech avec du live coding. On a récemment fait un webinaire talk sur Terraform, sur Angular, sur Azure. Et puis, on a fait aussi des webinaires plus autour du quotidien des freelances avec nos partenaires. Ça peut être aussi du développement personnel pour travailler sur les soft skills quand on est indépendant, pour se préparer aux entretiens avec les clients. Et justement, aujourd'hui, nous sommes accompagnés avec l'équipe de Jump. Yes, super. Bah, merci beaucoup. Merci Louis. Merci Comet. Et puis, je pense qu'on peut. Il est quelle heure? 13h03. On peut gentiment commencer. Euh, Pourquoi ce webinaire? Je vais vous mettre un petit peu de contexte. En fait, dans une étude du BCG, on apprend que l'équilibre vie pro, vie perso, c'est le premier critère de sélection pour un salarié lorsqu'il va choisir son entreprise. Et si on pose une question à peu près similaire aux freelances, on se rend compte que dans le choix de leur mission, l'équilibre vie pro, vie perso n'arrive qu'en troisième position dans l'ordre des critères. Donc, au vu de ces résultats, on se demande pourquoi est-ce que les professionnels indépendants devraient autant sacrifier leur équilibre vie pro, vie perso en comparaison avec les salariés conventionnels. Donc, avant de répondre à toutes ces questions, qui d'ailleurs sont fondamentales et beaucoup d'indépendants se les posent, on aimerait que vous puissiez nous répondre à un petit sondage concernant voilà, les difficultés personnelles que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez actuellement avec votre statut d'indépendant. Donc, dans votre activité d'indépendant, est-ce que c'est une question qui est liée plutôt à la gestion administrative? Est-ce que c'est lié à la recherche des clients? Est-ce que c'est lié à la mise en place et la concrétisation de vos projets perso, achat IMO, fonder une famille, etc. Voilà, n'hésitez pas à répondre au petit sondage et je vous rappelle également que si jamais vous souhaitez poser des questions, vous avez le chat pour pouvoir le faire. Comment ça va se passer? Écoutez, pendant les 40 prochaines minutes à peu près, on va avoir trois grands sujets. Tout d'abord, donc, la question, est-ce que votre situation professionnelle sécurise-t-elle votre vie personnelle? Donc là, on va parler du chômage, de la retraite, de la protection en général. Ensuite, on va se focaliser sur les projets personnels. Est-ce que votre statut va impacter positivement ou négativement vos projets personnels? Donc là, projet IMO, fonder une famille, investir, partir vivre à l'étranger.
Et enfin, la dernière partie, on va essayer de vous donner quelques conseils et recommandations qui vont vous aider à optimiser votre organisation et donc du coup vous accompagner pour tendre vers l'équilibre vie pro, vie perso que vous souhaitez atteindre. Bien évidemment, cet équilibre il diffère en fonction des besoins et des objectifs de chacun. Mais en tout cas, ce sont 10 tips, 10 questions auxquelles voilà, c'est intéressant de se poser et de réfléchir pour pouvoir les mettre à bien et trouver l'équilibre vie pro, vie perso que vous souhaitez. Si on n'a pas de questions, sans plus attendre, on commence et on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que votre situation professionnelle sécurise-t-elle votre vie personnelle? Bon, vous n'êtes pas les seuls à vous poser cette question, puisqu'il y a une étude de Café Freelance qui nous apprend que 65% des freelances aimeraient que les droits sociaux des indépendants soient améliorés. En effet, c'est un peu le point négatif concernant l'indépendance et le fait de quitter le salariat conventionnel. Là, on va regarder 3 exemples. Par exemple, sur le chômage. Le chômage, c'est très simple, vous avez 2 régimes. Soit vous êtes sur le régime général, soit vous êtes sur un régime des indépendants, qui est connu pour être moins avantageux. Donc, imaginons, vous avez une perte d'activité soudaine, crise du Covid, ralentissement de l'économie, etc. Comment est-ce que vous allez être protégé si jamais vous perdez votre activité? Donc, on a les 2 cas, les 2 régimes. La différence, elle est assez importante parce que le régime général, donc par exemple, si vous êtes en portage salarial, vous êtes affilié au régime général comme un salarié conventionnel et donc vous aurez le droit au chômage du régime général qui correspond à 57% pardon, de votre salaire journalier. En revanche, si vous êtes sur le régime des indépendants, vous n'avez pas le chômage puisque vous ne cotisez pas pour le chômage. En revanche, il y a une aide qui existe qui s'appelle l'ATI, donc l'aide aux travailleurs indépendants, qui va en fait être une aide limitée à 6 mois maximum, qui va être entre 600 et 800 euros par mois et sur laquelle il va falloir répondre à certains critères pour pouvoir y accéder. Donc tout de suite, on voit que entre les 2 régimes, il y a une grande disparité. Si jamais vous avez une perte d'activité, vous n'aurez pas le même parachute derrière. En deuxième exemple, la retraite, qui est un sujet plutôt d'actualité. Là encore, ça va dépendre de votre statut. Est-ce que vous êtes sur le régime général des salariés et donc vous avez également la complémentaire des cadres, ou est-ce que vous êtes sur le régime des indépendants qui lui aussi est moins avantageux? Bon, ça, le système de retraite est extrêmement complexe, il est encore amené à évoluer concernant les différents statuts. Très rapidement, si on donne quelques exemples, lorsque vous êtes en SASU, par exemple, et vous êtes dirigeant assimilé salarié, là, vous allez avoir la retraite de base des chefs d'entreprise assimilés salariés qui est calculée sur la moyenne de vos 25 meilleures années. Pour la retraite complémentaire, donc Agirc Arco, toutes les années comptent, même enfin les bonnes et les mauvaises, toutes les années vont compter. Sur le régime des assimilés salariés, donc là, dans le cadre des assimilés salariés en SASU, on voit que c'est quand même plus protecteur que le régime des indépendants, parce que vous cotisez de la même manière qu'un salarié pour votre retraite, mais vous n'allez pas cotiser pour le chômage, comme on l'a vu précédemment. Donc, encore une fois, un statut va vous donner, du coup, vous permettre d'accéder à certains régimes qui va vous donner droit à certains avantages ou non. Si on est en AE, par exemple, 50% de vos revenus en moyenne sur les 25 meilleures années si vous avez cotisé assez. Vous avez un montant de revenus moyen qui est pris en compte qui ne peut pas être supérieur à 43 000 euros. Et si vous n'avez pas cotisé tous vos trimestres de retraite, alors le montant de votre pension est minoré. Donc voilà, sur la retraite, il va aussi y avoir des disparités en fonction des statuts. Donc c'est bien de votre côté de faire l'effort de regarder, de faire peut-être quelques simulations, quelques calculs pour voir concrètement demain, lorsque vous serez à la retraite, à quoi est-ce que vous aurez le droit. Le troisième exemple dont on va parler, c'est la prévoyance. La prévoyance, ça va venir vous couvrir en cas d'incapacité temporaire de travail, en cas d'invalidité partielle ou totale et en cas de décès. Donc, pourquoi est-ce que la prévoyance c'est aussi important? Parce que si on regarde en fonction des statuts, en micro-entreprise, en entreprise individuelle et en ERL, vous cotisez au régime des indépendants qui a mauvaise réputation parce que la prévoyance des indépendants n'est pas directement liée à leur couverture maladie. Donc, ça veut dire que les garanties qui sont proposées, elles sont dans la plupart des cas insuffisantes
par rapport à la perte que vous allez devoir compenser suite à l'accident, à la maladie ou au décès. Donc, très souvent, ce qui est conseillé, c'est que si vous êtes dans ce cas-là avec ce type de statut, vous devriez souscrire à un contrat de prévoyance à côté afin de bénéficier d'une meilleure couverture sociale. Si jamais vous avez un statut de coop ou de portage, vous avez la prévoyance qui est comprise dedans et donc du coup, ce n'est pas nécessaire d'en prendre une en plus. Vous avez déjà une couverture optimale. Donc, voilà un peu 3 exemples qui permettent d'imager pourquoi est-ce que votre vie professionnelle va avoir un impact sur votre vie personnelle. Ici, on a un petit récapitulatif. On ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on a déjà parlé de la retraite, du chômage, etc. Mais on voit qu'en fonction des différents types de statuts, donc ici, on a catégorisé en 4 familles, pardon. La première, le portage et la coopérative. La deuxième famille, micro et EI. Et puis enfin, on sépare le URL et la SASU. En fonction des différents statuts, vous n'allez pas avoir les mêmes obligations et vous n'allez surtout pas avoir les mêmes droits. Par exemple, chômage, on l'a dit, portage, même droit qu'un salarié. Les autres statuts, vous n'avez pas de cotisation pour les indemnités chômage. Sur la retraite, vous avez les mêmes droits qu'un salarié conventionnel en portage ou en coopérative. Ensuite, en fonction des autres statuts, vous allez soit être rattaché au régime des indépendants, soit ça va dépendre. Donc là, sélectif, par exemple, c'est notamment le cas d'assimiler salarié ou pas. Et du coup, vous serez soit rattaché au régime des indépendants, soit au régime général. La mutuelle, dans le cas du portage, elle est obligatoire, tout comme la RC Pro. Donc tout ça, ça va être fourni par votre boîte de portage. En revanche, sur les autres statuts, c'est optionnel, mais fortement recommandé. Donc si jamais vous êtes en SASU et que vous n'avez pas de mutuelle, il est quand même fortement conseillé de prendre contact avec une mutuelle privée et de souscrire avec eux pour vous couvrir au maximum. Idem sur la RC Pro, la responsabilité civile professionnelle. Elle vous permettra de vous couvrir dans le cadre de vos activités si jamais il y a un souci et ça peut être nécessaire. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher des organismes si vous ne l'avez pas déjà. Et enfin, sur la protection du patrimoine personnel, puisque voilà, ça arrive que certaines entreprises, malheureusement, ne fonctionnent plus. Comment est-ce que vous serez protégé par rapport à ça? Est-ce qu'on pourra venir chercher directement de votre patrimoine personnel ou pas? Encore une fois, en fonction des statuts, vous allez avoir des cas qui vont être différents. Sur le portage, vous êtes 100% protégé, ainsi que pour la coopérative, puisque le principe du portage, c'est que vous n'avez pas à créer de structure, vous n'avez pas de compte bancaire ou de structure juridique à créer. Vous allez être rattaché à une structure indépendante qui est la boîte de portage. Si vous décidez d'avoir plutôt un statut en micro, en URL ou en SASU, là, vous allez avoir votre patrimoine personnel qui, sur le papier, est protégé. Bon, évidemment, si jamais vous faites faillite et que vous avez investi un capital, vous perdez ce capital. En revanche, pour qu'on vienne ensuite chercher dans votre patrimoine personnel, il y a peu de chances, c'est-à-dire que vous êtes protégé, sauf en cas d'abus avéré. Donc là, on part du principe qu'il n'y aura pas d'abus et donc du coup, normalement, il n'y aura pas de souci, vous aurez le patrimoine qui sera protégé. Mais c'est quand même un risque à prendre en compte, c'est-à-dire que ce ne sont pas deux entités différentes, il y a quand même un pont qui peut exister entre votre patrimoine personnel et votre patrimoine professionnel, entre guillemets. Et donc, parfois, ça peut être bien de le savoir. Encore une fois, je vous le dis, si je vais trop vite, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Médéric pourra y répondre et on pourra également en parler de vive voix. Maintenant, autre question à se poser, est-ce que votre vie professionnelle va avoir un impact sur votre vie personnelle? La question est évidente, oui. Malheureusement, ça peut avoir des effets négatifs, le fait de choisir le mode de vie d'indépendant. Aujourd'hui, on a 45% des indépendants qui disent avoir déjà éprouvé des difficultés pour se loger, donc location, achat, etc. Et pour l'anecdote, c'est d'ailleurs un peu le point de départ de la création de Jump, puisque notre fondateur était freelance et a été contraint de revenir vers un CDI conventionnel pour pouvoir acheter sa maison. Et puis du coup, c'était un peu, une fois qu'ils avaient acheté une maison, ils avaient envie de fonder une famille avec sa compagne. Donc, l'objectif, c'est de se dire qu'en tant qu'indépendant, on a des projets personnels que vous allez pouvoir bien évidemment
les voir vivre et prendre forme. En revanche, en fonction de vos statuts, là encore, vous allez avoir plus de complexité ou pas pour les mettre à exécution. Si on commence par exemple avec les congés parentaux et les soins. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est que peu importe votre statut, vous allez avoir la même durée et la même prise en charge de vos soins. Peu importe que vous soyez en AE, en SASU, etc. Là-dessus, tout le monde est à la même enseigne. Donc, c'est plutôt positif. En revanche, là où ça va différer, c'est pour le calcul des indemnités journalières. Donc là, il faudra regarder, en fonction de votre statut, à quoi est-ce que vous aurez le droit si jamais vous prenez un congé parental. Si on parle des projets immobiliers, c'est aussi un des points vraiment les plus complexes lorsqu'on est indépendant. En dehors de votre solvabilité, de l'apport que vous allez avoir, votre statut va également avoir un impact, puisque pour emprunter, que vous soyez en auto-entreprise, en entreprise individuelle ou dirigeant d'une société, vous allez être amené à justifier la provenance de vos revenus. Les banques vont exiger un dossier complet qui va présenter au minimum 2 bilans comptables positifs, généralement c'est plutôt 3. Et donc, il va falloir prouver aux banques que vous avez une stabilité financière. Et si vous êtes en société, en plus de la stabilité financière, il faut démontrer la croissance constante de votre projet. Donc, tout de suite, on arrive sur une complexité plus importante, alors que si vous êtes avec un statut de portée, vous êtes en CDI, donc vous vous présentez aux banques avec un dossier de salarié porté. Ils le savent que vous êtes salarié porté, mais derrière, vous allez avoir 3 bulletins de paye, vous allez avoir la possibilité de lisser vos salaires. Donc, imaginons, vous êtes en intermission, vous n'avez pas de revenus pendant un mois. Il suffit de cagnotter un petit peu les 6 premiers mois de votre mission pour pouvoir ensuite vous verser un salaire et continuer à avoir des fiches de paye avec un montant équivalent de mois en mois. Également, pourquoi est-ce que le statut de salarié porté a plus d'avantages sur les projets immobiliers? C'est parce qu'étant donné que vous intégrez le système national, vous avez derrière aussi tous les parachutes qui vont pouvoir se mettre en place si jamais vous avez un accident de vie, un arrêt d'activité, etc. On l'a vu précédemment, vous touchez le chômage, vous avez la prévoyance, etc. Donc pour les banques, c'est quand même rassurant de savoir que financièrement, même si vous perdez votre activité pendant un temps, vous aurez la possibilité de continuer à rembourser. C'est également le cas pour tout simplement la location. Je pense qu'on est beaucoup à avoir essayé de louer un bien un peu partout en France et les propriétaires, malheureusement, ne vont pas faciliter la vie des indépendants et vont préférer un dossier avec 3 bulletins de paye, un contrat de travail et pléthore de documentation que quelqu'un qui est en AE ou qui vient de monter sa structure. Donc ça, c'était pour les projets immobiliers. On fera un petit récap juste après. Et le troisième point qui est important aussi, c'est le départ à l'étranger. Vivre à l'étranger ou profiter de quelques mois en télétravail. Bon, déjà, c'est la question à se poser. Est-ce que vous avez plutôt un projet de tour du monde pendant 5 ans tout en développant votre activité en étant du coup digital nomade? Là, par exemple, le portage salarial n'est pas une solution pour vous puisque, étant donné que vous devez être résident fiscal, vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas être plus de 6 mois hors du territoire national. Mais il y a 2 statuts qui vont vous le permettre. Donc, à voir encore une fois si votre projet il est juste de partir quelques semaines ou vraiment de vous expatrier pendant plusieurs années. Donc là, petit récap très simple sur l'accès au logement, que ce soit en location ou à l'emprunt, où voilà, en fonction du statut, soit vous avez un dossier plus classique, donc du coup contrat de travail, fiche de paye, soit vous avez un dossier qui va vous demander plus d'efforts, notamment en termes de temps, c'est-à-dire que votre dossier sera complet qu'au bout de 3 ans pour pouvoir vous présenter auprès des banques. Est-ce qu'on a des questions dans le chat? Ouais, j'ai vu. Ouais, on a eu une petite question sur la RC Pro. Ouais. Donc j'ai expliqué rapidement et je peux réexpliquer très rapidement. La RC Pro, ça permet d'assurer les dommages causés aux tiers dans le cadre de votre activité professionnelle. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est très fortement recommandée et elle est parfois obligée par les clients dans le cadre de la mission. Et puis en portage salarial, pour ajouter un petit mot là-dessus,
Elle est obligatoire et elle est d'ailleurs inclue dans les offres de portage salarial et notamment chez Jump. Voilà. À savoir également qu'avec Comet, du coup, les freelances qui sont en mission, la RC Pro est incluse. Ouais. Parfait. Si vous avez d'autres questions dans le chat, n'hésitez pas, je peux y répondre sans souci. Merci beaucoup, Med. Et je vais reprendre le fil de la présentation. Donc, jusqu'à présent, on a vu les deux premières parties sur l'impact que va avoir votre statut sur vos projets professionnels et personnels. Là, on va plutôt parler de la mise en place de votre équilibre vie pro-vie perso, puisque vous avez aussi la possibilité d'être maître de cet équilibre. Et donc, on va essayer de vous donner quelques tips et recommandations pour vous aider là-dessus. Avant toute chose, le choix d'une mission doit répondre à vos attentes et motivations. Par exemple, est-ce que vous décidez de vous lancer dans une mission pour laquelle vous allez maîtriser votre sujet? Ou est-ce que vous vous engagez sur une mission qui est peut-être un peu plus challengeante? Voilà, en fonction de votre moment de vie, vous n'avez peut-être pas forcément envie de vous rajouter en plus des difficultés, et donc vous allez rester sur des compétences et sur une expérience que vous maîtrisez parfaitement. Ensuite, il va y avoir toute la question des modalités. Est-ce qu'elles correspondent à ce que vous souhaitez en termes de responsabilité, en termes de livrables, en termes de durée? Donc tout ça, ce sont des points qui sont importants à prendre en compte et se poser les bonnes questions pour que du coup, la mise en place de votre mission ait un bon impact sur votre dynamique au quotidien. Le deuxième point correspond au TJM. Donc, c'est important de se poser les bonnes questions. Il faut évidemment que ça reflète votre expertise, mais aussi vos attentes et vos projets personnels. Pourquoi? Parce qu'il faut bien évidemment que ce que vous allez gagner in fine puisse correspondre à ce que vous allez dépenser. Donc, c'est important de définir aussi de votre côté quelles vont être vos charges et vos dépenses, que ce soit les cotisations sociales via votre statut, que ce soit les dépenses personnelles, les dépenses annexes, logiciels, ordinateur, invitation client, etc. Est-ce que vous pouvez les faire passer en frais professionnels ou pas? Mais également se dire, vous souhaitez avoir des projets de vacances et regarder un peu du coup en fonction de tout ça, quel serait au minimum le TJM que vous devriez définir pour que votre vie professionnelle et ce que vous allez en retirer en termes de gains financiers vous permettent de vivre pleinement votre vie personnelle. Ça doit également prendre en compte le temps durant lequel vous souhaitez travailler. Est-ce que vous voulez travailler 5 jours par semaine? Est-ce que vous voulez être à temps partiel? Est-ce que vous voulez prendre des congés? Est-ce que vous voulez garder un peu de temps pour gérer votre activité et faire de la prospection? Voilà, tout ça, c'est des questions aussi qui doivent être prises en compte. Et puis sur la partie TJM, je vais donner la parole à Louis parce que je pense qu'il a aussi des conseils à vous apporter étant donné qu'il échange beaucoup avec les clients et les freelances. Louis, je t'en prie. Oui, du coup, par rapport au TJM, c'est vrai que moi, personnellement, j'étais à Mix IT, un salon, la semaine dernière à Lyon. Et justement, il y avait une des conférences qui parlait du TJM. Donc, il y avait le speaker qui parlait de comment comparer, comment déterminer aussi en fonction des attentes. Parce qu'en fonction des statuts que la personne va avoir, le TJM sera peut-être pas le même parce qu'au niveau des calculs, la personne va pas toucher la même chose à la fin dans sa poche. Donc, tout ça, c'était comparé dans le talk. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut savoir un petit peu combien la personne veut gagner durant l'année en fonction de ses projets, d'un point de vue comptable, pour les projets, pour les investissements, les vacances aussi à l'étranger, comme tu le disais tout à l'heure. Et du coup, c'était assez qualitatif, assez détaillé. Donc, pour s'en inspirer, je pense que ça ferait largement l'objet d'un autre talk, d'un webinaire. Donc, si c'est un sujet vraiment de comment fixer son TGM, principalement quand on est junior, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires, dans le chat, et on s'organise ce genre de choses. Juste pour revenir du coup sur le choix de la mission, j'ai pu rencontrer aussi du coup durant les derniers à peu près 3 années différents freelances et c'est vrai que chacun a ses préférences. Par exemple, chez Comet, nous, on a principalement des missions dans des grands comptes. Et c'est clair que les grands comptes ne plaisent pas à tout le monde. Il y a parfois des gens qui préfèrent faire des missions dans des startups ou des projets plus petits. Et donc, c'est vraiment quelque chose à garder en tête parce que au niveau de vos motivations et vos attentes, quand vous travaillez pour une entreprise ou un projet dans lequel vous vous reconnaissez, dans lequel vous êtes
en parallèle avec les valeurs et la mission de cette entreprise, c'est toujours plus motivateur et vous allez performer mieux aussi. Et derrière, ça va se traduire directement avec un meilleur équilibre en vie perso et vie pro. Donc voilà, mais tout sens sur ces deux points-là. Ouais, exactement. Et ce qui amène du coup au troisième point concernant l'écoute du marché au quotidien, parce que, il est quand même plus intéressant en termes de gain de temps de faire un peu de prospection et de garder le lien avec le marché au quotidien, un petit peu, plutôt que d'attendre la fin d'une mission pour se lancer dans la recherche d'une nouvelle. Vous allez perdre du temps. Et donc, n'hésitez pas vraiment à rester au quotidien connecté sur les réseaux, à alimenter votre propre réseau pour savoir ce qui se passe sur le marché et potentiellement vous positionner, dire que vous êtes disponible à partir de telle date, etc. Et aussi, du coup, sur ce point-là, moi, ce que je conseille souvent, c'est d'assister à des meet-ups, des after-work, pour discuter avec les pairs, avec d'autres freelances dans les mêmes stats techniques, pour savoir un petit peu comment eux, ils se positionnent dans le marché. Et aussi pour voir si la personne a un petit peu les mêmes expériences, les mêmes anciennetés, euh, un peu pour comparer comment ça se passe. Et c'est vrai que ça peut être très différent en région. Par exemple, nous, on est à Nantes. D'ailleurs, j'ai vu dans les personnes inscrites qu'il y a quelqu'un qui est en mission à Nantes et à Lille ou à Lyon. Et du coup, le TGM parfois va être un peu moins important que, par exemple, à Paris. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte quand on candidate aux missions. Et aussi, comme tu le disais tout à l'heure, la longueur des missions. Très souvent, dans les grands groupes, les missions sont souvent longues et renouvelables. Donc, un TGM plus important et souvent moins traduit dans ces missions-là. Donc, souvent sur ces missions-là, le TGM est un peu plus bas parce qu'ils ont des grilles tarifaires plus strictes. Mais derrière, il y a la sécurité d'avoir des missions assez longues de plus de 3 mois, 6 mois et souvent renouvelables. C'est ça. Merci, merci beaucoup, Louis. Médéric, si on n'a pas de questions, je continue euh, avec. Alors, Ouais, on a une question d'Ophélie, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question et je crois que c'est peut-être pour Louis. Elle nous dit bonjour, pour la fixation du TJM à mission identique, en régie ou en forfait, est-ce que vous fixez le même tarif? Alors nous, du coup, on fait que du forfait, donc ça va être tout le temps la même chose. Euh, mais du coup, ça dépend vraiment du client. Mais effectivement, nous, ce qu'on fait chez Comet, c'est que la personne, le freelance, va candidater avec un TGM, une disponibilité et un petit message de motivation. Et donc, très bien, il peut voir aussi le TGM, le budget du client derrière et pouvoir se positionner par rapport à ça. Donc, c'est ce qu'on invite à faire, c'est vraiment se positionner par rapport au TGM du client aussi, même si, par exemple, ils sont trop juniors, parce que si c'est le budget qu'il y a, si derrière c'est bien défendu avec l'entretien, le CV. Nous, en plus, par rapport à ça, on les accompagne dans la préparation des entretiens. Donc, vraiment, par rapport à cette partie-là, c'est de se fixer au niveau du budget du client qu'on sait visible. J'espère que ça répond à ta question, en fait. merci beaucoup, Louis. Merci, Ophélie, pour ta question. Je reprends le fil des slides. Euh, Là, ce sont plutôt des questions pour vous permettre d'avoir un environnement de travail sain. Et donc, du coup, qui dit environnement de travail sain dit esprit libre. Euh, Avant toute chose, bah, bien choisir le lieu de travail et puis essayer qu'il soit confortable et dédié. Euh, 86% des freelances travaillent depuis leur domicile. Donc, ça fait quand même une bonne part des indépendants qui travaillent depuis chez eux. Faut pas oublier que le fait d'être indépendant, ça vous permet quand même d'être libre. Et donc, du coup, vous n'êtes pas obligé de vous limiter à votre domicile. Il y a d'autres options qui existent. Vous pouvez, par exemple, travailler chez d'autres amis indépendants, en télétravail, dans un café, dans un espèce de coworking, aller profiter pour aller également quelques jours à l'étranger. En tout cas, si jamais vous travaillez depuis chez vous, ce qui est très important, c'est d'avoir un espace de travail qui est dédié et séparé, si vous avez la possibilité, de votre espace de vie personnelle pour vraiment essayer de ne pas envahir votre domicile avec tout l'aspect professionnel. Le deuxième point, c'est l'aide pour la charge administrative et comptable. En moyenne, un indépendant va passer 2 jours à gérer son admin. C'est énorme. C'est 2 jours pendant lesquels il ne va pas travailler, pas créer des livrables. Donc, c'est potentiellement 2 jours de TJM qui sont perdus. Donc, n'hésitez pas à faire appel à des entreprises spécialisées pour vous aider et vous soulager la charge mentale et surtout la charge
le temps qu'il va y avoir derrière. Sur les outils également, n'hésitez pas à organiser votre travail à travers des outils Notion, Airtable, Calendly, d'avoir un numéro professionnel dédié par exemple, et puis de vous mettre des limites qui va vous permettre de déconnecter. Par exemple, une application qui vous permet d'avoir un numéro de téléphone professionnel, mais où vous allez pouvoir dire qu'à partir de 19h, si on vous appelle, ça renvoie directement vers votre messagerie. Voilà, mettre des plages horaires et puis aussi prendre des jours de congé. À peu près 50% des freelances prennent moins de 3 semaines de congé par an en France, quand on sait qu'un salarié conventionnel en a 5, plus dans certains cas des RTT. Il y a quand même une grande disparité en fonction des deux types de travail. Là, c'était juste une petite slide pour vous imaginer un petit peu la partie travail sain, esprit libre, et notamment sur l'aide de la gestion administrative et comptable, où là, c'est la plateforme que nous, on met à disposition de nos clients, où vous suivez en temps réel votre facturation, vos contrats, vos flux financiers. Et donc, du coup, si vous avez un endroit qui centralise tout, c'est clair, c'est net, vous n'avez pas à vous en soucier. Et donc, du coup, ça vous permet d'avoir quand même un esprit beaucoup plus libre, notamment pour profiter de l'écosystème riche dans lequel vous évoluez. Tout à l'heure, Louise parlait des meet-up. En effet, c'est primordial de s'entourer dans des collectifs, dans des meet-up, auprès des plateformes, de participer aux rendez-vous, aux grands rendez-vous, que ce soit des rendez-vous secteurs, des rendez-vous métiers, des rendez-vous géographiques, rencontrer vos pairs à côté de chez vous. Et puis enfin, les 2 derniers points, se former et s'informer. Se former pour rester dans le coup, monter en compétences, gagner aussi du coup en expertise, pouvoir retravailler votre TJM, etc. Et puis s'informer, c'est vraiment pour se tenir au courant de l'actualité, soit sur votre secteur, soit par rapport à votre métier, mais également s'informer sur la vie d'indépendant. Si jamais vous posez des questions, parfois on peut se sentir un peu seul. Mais donc, il ne faut pas oublier qu'il y a des collectifs, des groupes de rencontres et beaucoup de médias qui parlent de la vie des indépendants. Donc, n'hésitez pas à aller les écouter. Ça pourra vous donner des bons conseils également. Louis, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la partie tips pour l'équilibre vie pro, vie perso? Non, du coup, je pense qu'on a bien fait le tour et tu as bien détaillé tout ça. On est bon. Super. Bon, petit point juste pour vous dire que, comme on l'a dit en introduction, Comet et Jump sont partenaires. Comet qui permet donc de trouver des super missions tech. Jump, nous, on est là pour accompagner les indépendants sur leur vie au quotidien. Très, très rapidement, Jump, en fait, on a pour objectif de réinventer le portage salarial, de le rendre plus simple, plus accessible et surtout moins cher. Donc, vous avez les mêmes avantages que tout le reste des indépendants. Pas d'admin, pas de compta, vous facturez vos clients, vous avez les mêmes avantages que les salariés, mais vous restez indépendant. Vous avez votre conseiller dédié qui est là pour vous accompagner au quotidien. Et sur la tarification, du coup, on a une offre évidemment pour les consultants et indépendants de Comet avec les 3 premiers mois à moins 50%. Nous, on est sur un forfait, c'est-à-dire que vous allez payer 99 € par mois sur un abonnement de 12 mois ou 149 € par mois sans engagement, contrairement aux autres boîtes conventionnelles qui vont plutôt être sur un pourcentage de votre TJM qui va varier entre 5 et 10% en fonction des boîtes. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Médéric va vous envoyer un lien, vous pourrez prendre rendez-vous directement si vous voulez en savoir plus sur le statut de Jump, si vous voulez faire des simulations. Et pour info, les prix que je vous ai annoncés sont des prix qui vont être à jour là très rapidement. Donc, si vous voulez profiter des anciens prix qui sont un peu plus bas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dès maintenant avec Médéric qui pourra vous en dire un peu plus par rapport à votre situation et surtout faire des simulations de salaire en fonction de votre activité. Voilà, est-ce qu'on a des questions? J'ai l'impression qu'on n'a pas de questions. Moi, je vais partager mon agenda pour ceux qui sont intéressés pour discuter de leur projet et de Jump et du portage salarial. Et je crois qu'on a bouclé. Donc, merci à tous. Super, merci beaucoup. Louis, le mot de la fin? Oui, du coup, je viens de mettre un petit message dans le chat aussi. Le replay sera envoyé à tous les inscrits et il sera également publié sur notre chaîne YouTube à Comet. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Louis. Merci beaucoup, Médéric, pour votre temps et pour la préparation de ce talk. Et puis, merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient inscrites pendant ce webinaire.
Donc à très vite pour un prochain webinaire. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir, merci à tous.